Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. La semaine a été très bien, je dirais. On a eu beaucoup d'activités, mais qu'à cela ne tienne, euh, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Nous avons pu négocier certains contrats euh, avec, avec de nouveaux investisseurs. Mais aussi, j'ai euh, j'ai eu à célébrer les petites avancées que certains membres de ma famille ont fait. Donc, kudo à vous, bonne continuation. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de... euh, il n'y a pas de millionnaire slash milliardaire parce que il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de millionnaire, milliardaire sans banque. Vous allez me poser la question, mais Hardy, tu dis quoi? Que voilà, moi je pensais que être milliardaire, millionnaire, il suffit juste d'avoir une idée. Ensuite, tu te mets au travail. Ensuite, du jour au lendemain, tu deviens riche. Ouais, c'est bien beau, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que non, j'ai trop mis de temps. Bonjour. Je m'appelle Adi Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. La semaine a bien commencé. Elle s'achève aussi très bien. Euh, j'ai eu à célébrer l'avancement de beaucoup de mes amis. Beaucoup ont fini l'école, d'autres ont eu à réaliser des clips. Donc c'est la joie. C'est la joie de voir des gens dans votre famille avancer et grandir dans leur talent, dans leur personnalité et dans leur personne aussi. C'est très important de nourrir la famille pour que la famille soit indépendante, que la famille grandisse et que la famille accomplisse davantage. Aujourd'hui, j'ai eu à beaucoup penser à ce thème, au thème que l'on va parler aujourd'hui. Euh, ce thème a commencé dans ma tête dès l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 10 ans? À l'âge de 10 ans, je me baladais avec ma mère. On partait au supermarché de la place, au centre-ville. Et j'ai vu un couple européen. Ils avaient une voiture, ils avaient l'air d'être bien financièrement. Et je me suis posé la question, mais pourquoi on n'a pas de voiture? Pourquoi on n'est pas bien financièrement? Etc., etc., etc. J'ai senti une différence en tout cas. J'ai senti qu'ils vivaient bien. Par la suite, dès l'âge de 14 ans, je regardais le journal forcé parce que à 20 heures, tout le monde devait regarder le journal. Moi, je n'aimais pas regarder le journal. Mais cependant, il y a un mot qui m'a frappé, le capitalisme. Et beaucoup de gens parlent du capitalisme sans que je puisse en fait savoir ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. C'est quoi le capitalisme? Ça sert à quoi? Etc. etc. Je ne savais pas ce que c'était. Mais je savais que c'était important vu qu'on y parle. Et de fil en aiguille, ces expériences ont semé en moi beaucoup de questions
qui m'a amené à être un investisseur, à parler de l'économie, à parler de l'expansion et de l'indépendance financière de l'Africain dans le monde et dans l'Afrique en particulier. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la question de millionnaires et milliardaires. Et le thème d'aujourd'hui va s'appeler « Il n'y a pas de milliardaire / millionnaire sans banque ». Il n'y a pas de millionnaire, il n'y a pas de milliardaire sans banque. Vous allez me poser la question, mais attendez, pourquoi tu me dis que pour être millionnaire, milliardaire, j'ai besoin d'une banque? Bon, déjà j'ai une banque, pourquoi je ne suis pas millionnaire? On va détailler quelle est l'importance de la banque dans le capitalisme, quelle est l'importance de la banque pour l'entrepreneur et pour le businessman. On va d'abord définir les différents types de banques qui existent dans l'économie. On a 3 ou 4 types de banques. La première banque, c'est la banque commerciale. C'est quoi une banque commerciale? La banque commerciale, c'est la banque que tu utilises qui se trouve dans ton quartier ou bien en ville. Cette banque commerciale, en fait, garde ton argent. C'est une banque commerciale, elle garde ton argent, elle te propose des services pour garder ton argent. Vous avez une crédit card, voilà. Si vous avez une crédit card, vous avez une banque, vous êtes en relation avec une banque commerciale. La banque commerciale permet de garder votre argent et vous permet d'acheter des choses grâce à une crédit card. Ça, c'est un. Deux, on va parler de banque d'investissement. C'est quoi une banque d'investissement? Une banque d'investissement est une banque qui est focalisée dans l'investissement. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Elle donne des prêts à des opérateurs économiques, entrepreneurs ou encore pays. Et ces prêts sont utilisés pour construire des routes, extraire du pétrole, extraire du manganèse, construire les rails, construire des buildings, rénover toute une ville, nation, continent, etc., etc. Les banques d'investissement sont des banques qu'on utilise pour faire des investissements à grande échelle. Exemple, lorsque vous voyez ces Européens ou Américains qui viennent faire des business en Afrique, dans le sens où ils viennent signer des contrats pour extraire le pétrole, extraire l'or, ils n'utilisent pas leur argent. Ils n'utilisent pas leur argent. Vous allez me dire, mais attends, moi je pensais qu'ils étaient riches. Voilà. On les appelle les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, ce sont en fait des personnes qui utilisent l'argent donné par des banques d'investissement pour commencer des activités. Et ces banques d'investissement ont besoin de garanties. On va revenir après. On va en revenir sur ça après. Mais lorsque vous voyez des Européens en costume cravate, ils sont backés. Backés, c'est un mot français, mais ils sont sponsorisés. Ils sont sponsorisés par une banque. La banque a promis de leur donner de l'argent si ils arrivent à signer un contrat d'exploitation. Donc c'est ça le rôle d'une banque d'investissement. Des banques d'investissement, il y en a beaucoup. Ils sont plus en Europe, en Amérique, en Asie et en Amérique du Sud. Je crois qu'il y a quelques-uns aussi en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord. Voilà. Maintenant, par la suite, nous avons la banque centrale. C'est quoi la banque centrale? La banque centrale, c'est en fait cette banque-là qui régit l'économie de tout un pays. C'est elle qui détermine le nombre de billets imprimés. C'est elle qui définit l'inflation, comment elle va faire pour gérer l'inflation. Pour gérer l'inflation, on parle du taux d'intérêt. Ça, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que ce n'est pas important. Mais c'est avec le taux d'intérêt que la banque centrale arrive à gérer l'inflation. Lorsque l'inflation est très grande, elle fait augmenter le taux d'intérêt. Lorsque l'économie est trop lente, elle fait baisser le taux d'intérêt. En fait, vous voyez la banque centrale comme étant la mère des banques. C'est elle, en fait, qui donne de l'argent aux petites banques qui permettent de financer les activités des entrepreneurs, des businessmen. Donc, c'est elle la mère, en fait. C'est la mère banque. Comprenez ça dans cette mesure-là. Ensuite, nous avons la Banque mondiale / FMI. La Banque mondiale / FMI, si on remonte sur l'historique de la création de la Banque mondiale, c'était après
la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire les pays qui ont été touchés. Donc, certains pays européens et américains ont décidé de créer une banque qui va permettre la reconstruction de ces pays-là. Ils ont appelé ça la Banque mondiale. FMI, c'était un fonds mis en place pour aider à développer des pays en voie de développement en leur donnant des fonds spéciaux destinés à booster leur économie. Mais ces fonds, lorsqu'ils donnent ces fonds-là, ça vient avec comment on appelle, des, comment on dit, des prérequis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez recevoir l'argent de ces deux organismes-là, ils vont vous demander de faire certaines choses pour recevoir cet argent-là. Si vous ne faites pas ces choses-là, vous n'allez pas recevoir cet argent-là. Donc, Banque mondiale, FMI, c'est un peu ça en fait. Et bizarrement, en 2022, 2023, en tout cas vers les années 1960, ces banques-là ont, ont, euh, ont focalisé toutes leurs activités sur les pays en voie de développement en Afrique et en Amérique, et en Amérique latine, jusqu'à maintenant. Maintenant, maintenant que j'ai expliqué les différents types de banques, revenons maintenant sur l'entrepreneur. L'entrepreneur, lorsqu'il a une idée, il a besoin de financement. Donc, il y a deux choix. Lorsqu'il a besoin de financement, il part à une banque demander un prêt ou il fait un levée des fonds avec des investisseurs. Le lever des fonds avec des investisseurs marche seulement dans les pays développés ou dans les pays à fort taux de croissance. Pourquoi? Parce que dans les pays développés, dans les pays à fort taux de croissance, nous avons accès à beaucoup de millionnaires déjà. Comme par exemple les États-Unis. Les États-Unis comptent 21 millions de millionnaires. Donc dans les millionnaires, il y en a 21 millions. Et les milliardaires, il y en a 700 seulement aux États-Unis. Donc par rapport à cette population de millionnaires, il est très facile de faire la levée des fonds qui vous permet de commencer un business. Mais si vous êtes dans un pays où il y a peut-être 10, 15 millionnaires et un milliardaire, c'est très difficile de faire la levée des fonds qui vous permettra de booster votre activité. C'est pourquoi les banques existent. Les banques, en fait, font pied de, de propulseurs, en fait. Ils vous propulsent à commencer votre activité. Le problème qui est là, c'est que il n'y a pas assez de banques d'investissement en Afrique. Et les banques commerciaux que nous avons ne donnent pas des prêts. Ils ne donnent pas des prêts ou ils donnent des prêts très difficilement. Alors que la libération des prêts, la structuration des prêts permettra à l'entrepreneur lambda de commencer une activité pour répondre à un besoin. Et lorsqu'il répond à un besoin, il fait deux choses. Il engage les jeunes, il engage la population et il booste l'économie. Parce que plus il engage des gens au travail, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il engage des gens au travail, ces gens-là ont un salaire. Lorsqu'ils ont un salaire, ils vont penser à quoi? Ils vont penser à acheter à manger, ils vont penser à se loger, ils vont penser à acheter les habits. Donc, ceux qui sont dans le commerce des habits vont recevoir cet argent. Ceux qui sont dans le business du logement vont recevoir cet argent. Plus il y a des salariés, plus le développement de l'immobilier va se faire, le développement dans l'alimentation va se faire, le développement dans le vêtement va se faire. Mais s'il n'y a pas assez de salariés, comment ce développement va s'opérer? C'est pourquoi je dis que le développement vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur forcément. Je le dis parce que pendant beaucoup de temps, les Occidentaux, maintenant ils ont changé la donne, ils ont vu les erreurs. Mais avant, ils pensaient que pour développer un pays, il faut juste envoyer des compagnies pour venir faire des investissements. Oui, c'est important. Oui, c'est important que les compagnies viennent faire des investissements, mais c'est aussi important de développer l'entrepreneur local. Parce que l'entrepreneur local, c'est lui le cœur de l'économie. Et le problème qu'il a, c'est que lorsque ces compagnies viennent investir en Afrique, ils ne peuvent qu'engager qu'une partie de la population.
Imaginez-vous, vous avez une population de 2 millions de personnes et la compagnie n'a que 10 000 postes. Ou 5 000 postes. Mais si vous avez 5 000 à 10 000 entrepreneurs et chaque entrepreneur engage 5 personnes ou 10 personnes et vous avez 10 000, donc ça veut dire que vous avez eu, avec seulement le fait d'avoir des entrepreneurs sur place, vous avez déjà engagé 100 000 personnes. Si chaque entrepreneur engage 10 personnes et qu'on arrive à avoir 10 000 entrepreneurs sur le territoire, nous pouvons engager 100 000 personnes. 100 000 personnes et 10 000 personnes. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est pourquoi je suis vraiment précurseur de celui qui se focalise sur l'entrepreneur africain. Parce que l'Africain est déjà entrepreneur. Je l'ai vu et je le vis tous les jours. Nos mamans ont l'esprit entrepreneur. Nos jeunes ont l'esprit entrepreneur. Le problème qui manque, c'est le manque d'encadrement, le manque de financement. Lorsque nous saurons comment financer le talent, l'ingéniosité, le travail de nos jeunes et de nos vieux, nous allons voir, nous allons assister à un développement qui ne pourra pas être stoppé en fait. Le développement d'un pays est la responsabilité de chaque citoyen. Ce n'est pas la responsabilité seulement du président, ce n'est pas la responsabilité seulement de qui que ce soit, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, mais avec l'appui du gouvernement qui va vouloir créer des hommes forts de l'économie. Qu'est-ce que j'entends par là? Je prends l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui est venu aux États-Unis. Il est venu aux États-Unis, il a fait l'école, et par la suite, il a créé Tesla. Tesla, tout le monde connaît Tesla, c'est la voiture Tesla, voiture électrique, etc., etc., etc. Maintenant, aujourd'hui, on voit le succès, on voit Tesla. Il a aussi un autre business de fusée. Il a beaucoup de business. Mais on oublie qu'il y a un moment donné, il a failli être euh, anéanti financièrement. Mais c'est l'État américain qui lui a donné un prêt de 200 millions de dollars, je crois. 200 ou 20 millions de dollars pour qu'il puisse se relever. Et il l'a fait. Ce que j'ai remarqué avec l'État américain protège et aide les héros locaux. Qu'est-ce que j'entends par les héros locaux? Les entrepreneurs. Parce que l'État américain sait que c'est l'entrepreneur qui engage nos citoyens. C'est l'entrepreneur qui diminue le taux de chômage. Il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de développement avec un taux de chômage élevé. Et même aujourd'hui, lorsque vous voyez les élections locales aux États-Unis, le problème du président, c'est pas tant les guerres, c'est pas tant les non. Le problème des présidents qui viennent, c'est comment faire pour réduire le taux de chômage. Parce que si le taux de chômage est élevé, ça va créer un déficit, ça entraîne une crise économique. Et la crise économique entraîne quoi? Entraîne des émeutes, des difficultés partout. Donc le but du président, avec sa politique bien sûr, avec les lois qu'il vote et avec des programmes qu'il crée, c'est pour permettre à l'entrepreneur lambda de trouver tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse grandir. Aujourd'hui, quand tu es aux États-Unis, tu veux commencer un business, tu commences le business en 1 ou 2 semaines. Les papiers sont là, les papiers sont faciles. Et ce n'est pas cher. Avec 300 000 francs CFA, tu ouvres un business aux États-Unis. Ils ont rendu l'accès au business facile parce qu'ils savent que le business est le cœur de toute une économie. Le business et l'entrepreneur, c'est le cœur de l'économie. Vaut mieux qu'on les protège et qu'on rend l'accès facile au business. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs Facebook, Instagram. Ce sont des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous pouvons aussi avoir des entrepreneurs. Mais nous devons mettre en place un financement pour aider les jeunes entrepreneurs.
Je vois toujours, quand je regarde sur YouTube, des jeunes qui créent des inventions. Je vois des jeunes qui font ceci, des jeunes qui font cela. Les jeunes ont de l'imagination. Ils ont juste besoin de l'encadrement. Et si on n'arrive pas à faire ça en tant que pays, je ne crois pas qu'on va se développer un jour. Je ne pense pas parce que le développement, on peut pas greffer le développement. Le développement vient de l'intérieur vers l'extérieur. On peut faire venir de l'expertise pour former les jeunes, oui. On peut faire venir de l'expertise pour former les jeunes. On peut créer un système scolaire adapté aux besoins de l'économie, oui. Et on peut former la jeunesse, former la jeunesse pour qu'elle puisse être cette force de demain qui permettra de transcender le développement. Oui, on peut le faire. Et c'est un travail que nous devons faire ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui le fait, il y a des gens qui le font dans plusieurs pays. Et je les encourage et je les remercie, mais je dis que le travail doit se faire ensemble. On doit travailler ensemble et en synergie. Voyez-vous, on doit travailler en synergie pour voir une Afrique qui avance, une Afrique qui va de l'avant et une Afrique qui est respectée. Sans cela, on va toujours patauger. On va toujours patauger et nous allons voir nos jeunes qui vont toujours quitter l'Afrique pour aller en Europe, Asie, sans vraiment se trouver en fait. Voilà, c'était un peu l'idée que je voulais dire, que je voulais parler, pas dire, mais c'était un peu l'idée que je voulais partager avec vous. Et pour vous montrer que les banques sont importants. Les banques sont importants, les prêts sont importants pour aider les entrepreneurs. Sans ça, il ne peut pas avoir de développement. Allez, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié et à toutes.